Bien, écoutez, sans formalisme, je vais procéder à cette petite causerie là sur Louis Romeuf. Alors, d'où je pars en fait? Pourquoi j'ai écrit sur Romeuf? Tout simplement parce que j'ai commandé la gendarmerie au Puy-en-Velay. Et la gendarmerie au Puy-en-Velay, donc entre 2010 et 2014, elle a son siège dans l'ancienne caserne du 46e RI, qui a pour nom de baptême Louis Romeuf. Voilà, donc il y avait dans la salle où on prenait le café une petite affichette avec Louis Romeuf et puis 3-4 mots sur cet illustre personnage. Et j'ai voulu en savoir davantage. Je me suis donc renseigné. J'ai demandé son livret militaire à Vincennes. Tous les militaires ont un livret militaire qui est à Vincennes et qui est consultable après 50 années, etc. Et puis j'ai pris des documents que j'ai trouvés un peu partout, notamment dans l'almanach de Brioude, où il y a eu une conférence, je crois, faite par un descendant de Louis Romeuf en 85. Mais il y a eu d'autres conférences qui ont été faites par un colonel en 1912 à la caserne du Puy, etc. Donc, différents documents. J'ai fait d'autres recherches, notamment sur Internet. J'ai trouvé sur Gallica les mémoires d'un général qui était l'ami de Romeuf, qui s'appelait Mathieu Dumas, qui n'a rien à voir avec Alexandre Dumas, et dans lequel il parle de Romeuf. Bon, j'ai pris un peu tout ça, et puis j'en ai fait un roman. Donc ce n'est pas un travail d'historien, c'est-à-dire que je n'ai pas été à toutes les sources auxquelles il aurait fallu aller, mais je m'en suis approché. J'ai fait un travail donc de romancier, c'est-à-dire que je fais parler les personnages, je les fais vivre, avec tout ce que ça a, je dirais, d'aléa par rapport à la réalité, puisqu'on ne la connaissait pas, on ne sait pas les mots qu'ils ont employés, on ne sait pas les dialogues qu'ils ont pu avoir les uns avec les autres, mais j'ai essayé, dans le livre, d'être au plus près de la réalité de ce personnage, Louis Romeuf. Alors, le livre est intitulé Jusqu'au bout, l'étonnant destin de Louis Romeuf, général d'Empire. Je n'ai pas dit Louis de Romeuf, parce qu'il est né Romeuf, et qu'il est devenu noble, parce que Napoléon l'a anobli et en a fait un baron en 1809, suite à ses actes de bravoure, pour simplifier. Et donc j'ai préféré garder son nom d'origine, de famille. Et puis son nom d'état civil, c'est Jean-Louis. Et je n'ai gardé que Louis, notamment parce que dans tout le livret militaire, on parle de Louis Romeuf. Et d'ailleurs, même les descendants de Louis Romeuf, notamment son frère Claude, puisqu'il y a des lettres qui ont été écrites vers 1846, il est mort en 1812, par son frère aîné, qui a écrit au ministère de la guerre de l'époque, pour que son nom, le nom de son frère, soit inscrit sur l'Arc de Triomphe. Et il est inscrit effectivement sur l'Arc de Triomphe. Mais ça ne s'est pas fait d'emblée, il a fallu que son frère insiste et demande à ce que sa mémoire soit reconnue. Donc, si vous allez voir l'Arc de Triomphe, je crois que c'est sur un pilier en bas à gauche, je crois que c'est le pilier ouest, mais je n'en suis pas sûr, parce que ma mémoire commence à fléchir un peu, mais vous trouverez le nom de Louis Romeuf parmi tous les généraux qui sont morts au combat pendant la période napoléonienne, et ils sont nombreux. Voilà un petit peu donc pourquoi. Et pourquoi jusqu'au bout? Parce que c'est un garçon, Louis Romeuf, qui aura été jusqu'au bout de son idéal de militaire. C'est un militaire, un pur militaire, contrairement à, par exemple, Lafayette, qui est un militaire, mais qui est aussi un politique, un grand politique, et qui était son ami. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous parler de Romeuf et de sa vie, parce que c'est lui qui finalement a donné son titre de noblesse à ses descendants, pas ses descendants directs, mais à son neveu, qui est l'aîné de son frère Claude, qui est le frère aîné. Et donc, il a participé grandement à l'aura de la famille, même s'il n'est pas le seul général napoléonien, puisqu'il y en a eu un autre, son frère cadet, qui est Alexandre, et qui lui vivra beaucoup plus longtemps.
mais qui aura fait une autre carrière, beaucoup moins proche de Napoléon, mais plus proche de Murat, qui est un grand maréchal de Napoléon, mais qui était à Naples, et qui au moment où Murat décidera de faire sa guerre tout seul à Naples pour lui-même, son frère Alexandre reviendra en France à ce moment-là. Mais il n'a pas eu cette carrière, j'allais dire, plus héroïque de son frère Louis. Alors, donc, je disais que Louis est né ici en 1766. Son père Barthélemy est un notable, un bourgeois, qui est juge de paix de Saint-Cyr dans les années 1757, je crois, et qui est en même temps représentant du tiers-État. Et donc qui est quand même un riche propriétaire terrien, marié à une dame Borel, et qui auront 13 enfants, dont 8 survivront. Et parmi ces 8 enfants, il y a 5 garçons. Claude l'aîné, c'est lui qui va succéder, qui aura une fille et 2 fils, et dont le fils aîné succédera à Romeuf, qui lui n'aura pas eu d'enfant. Et puis il y a un deuxième frère, donc Claude. Il y a un deuxième frère, Antoine, qui lui sera prêtre, qui sera notamment chanoine à Saint-Flour, qui reviendra ici pendant la Révolution, puisque les prêtres seront persécutés et qu'il refusera de se soumettre, je dirais, au pouvoir révolutionnaire. Et puis il a son frère cadet, Alexandre, qui lui le suivra, en fait, suivra sa carrière militaire. Il le suivra au début, ils partiront ensemble faire un certain nombre de campagnes, et puis après il aura cette carrière plus italienne, alors que Romeuf, il aura vraiment une carrière autrichienne. Donc il y a 3 phases dans la carrière de... Voilà, puis il y a un petit Victor, dont je ne sais pas ce qu'il est devenu, et puis il y a 3 filles également. Alors que je fais revivre dans le roman, c'est la capacité qu'on a quand on fait un roman, puisque je fais revivre cette famille ici, le départ de Louis pour Paris. En 1789, il a 23 ans et il décide de partir pour Paris et se mettre au service de Lafayette. Alors Lafayette, comme vous le savez, c'est à Chavagnac. Lafayette est parti depuis longtemps, puisqu'il est parti tout petit, au décès de son père puis de sa mère. Il a été élevé par son grand-père dans le nord de la France, enfin en région parisienne. Mais bon, c'est un illustre personnage et il ne fait nul doute que les 2 familles se connaissaient. Donc voilà, donc il aura trois phases dans sa vie, ce brave Louis. Une première où il sera au service de Lafayette. Une deuxième d'incertitude. D'incertitude pourquoi? Parce qu'il va suivre Lafayette dans son exil. J'y reviendrai. Et puis il va revenir en France. Et là, bien sûr, quand il revient en France, il fait partie de ces émigrés, ou en tout cas considérés comme tels, qui revient et il doit refaire sa place. Il faut bien voir que ce garçon, il a vécu en fait un drame, quelque part. Sa fidélité, je dirais, à Lafayette l'a conduit à s'exiler. Et donc, quand il est revenu, quelques années plus tard, il n'était plus rien, alors qu'il était lieutenant-colonel sous les ordres du marquis de Lafayette. Eh bien, il va falloir qu'il recommence, qu'il repostule, et il va recommencer sa carrière comme chef d'escadron, c'est-à-dire commandant. Alors, pour certains, ça ne veut peut-être rien dire, tous ces grades, mais en fait, il redescend en bas de l'échelle, alors que d'autres, qui étaient jeunes lieutenants, comme Napoléon, comme Bonaparte, eh bien, eux sont devenus généraux quand il revient. Donc, mais ça ne l'a pas découragé. C'est vraiment un homme qui s'est mis au service de la France. Et c'est ce qui m'a attaché chez ce garçon, c'est-à-dire que vraiment il est viscéralement attaché à son pays. Et donc ce qu'il veut, c'est le servir. Servir ses chefs, quels qu'ils soient, parce qu'on connaît tous la grande inimitié entre Lafayette et Napoléon. C'est vraiment, Napoléon voyait Lafayette un peu comme un concurrent, il avait peur qu'il revienne un peu aux affaires, et puis ça se passait pas bien entre eux, c'est deux personnalités totalement différentes.
Lafayette est un légaliste, hein, absolument. Il n'aurait pas fait le 18 Brumaire, il n'aurait pas fait le coup d'État. Alors que Napoléon ne s'embarrassait pas de ce genre de choses. Voilà. En gros, 3 périodes, Lafayette, l'incertitude, et puis Napoléon, Bonaparte. Et 3 femmes. 3 femmes ont compté dans sa vie de manière totalement différente. Marie-Antoinette. Pourquoi Marie-Antoinette? Parce qu'il a été le garde du corps de Marie-Antoinette. Marie-Louise, la future impératrice, parce que c'est lui qui va gérer les affaires de Marie-Louise et qui va gérer tout le mariage et qui va l'amener en France, d'Autriche en France, lorsqu'elle sera mariée, mais pour être présentée à son époux. Et puis la 3e, c'est une certaine Marie-Charlotte dont je vous parlerai, et voilà, pour laquelle il a demandé à l'empereur l'autorisation de se marier. Il avait déjà 46 ans à l'époque. Voilà. On va commencer par la première période, c'est la plus courte, c'est celle de Lafayette. Donc en septembre, il est nommé aide-de-camp de Lafayette. Lafayette est alors rentré des Amériques depuis longtemps. C'est un homme célèbre qui a participé au début de la Révolution, à l'Orangerie, etc., au serment du jeu de paume, qui est quelqu'un en qui la population a confiance à ce moment-là, et qui est nommé général commandant la garde nationale de Paris. Il y a des gardes nationales qui sont mises en place à la Révolution. Il y en a sur le territoire français, il y a l'Est, le Nord, le Centre, et puis il y a Paris, bien entendu. Le roi, à ce moment-là, est à Versailles. Donc les rapports entre le roi et Lafayette ont toujours été un peu compliqués. Lafayette est un noble, et Lafayette est pour une monarchie constitutionnelle. Donc pour que le roi abdique l'absolutisme, hein, c'est pour qu'il accepte qu'il y ait des contre-pouvoirs, des députés qui... voilà. Ça, ce sera la règle de Lafayette tout au long de cette période. Il est pour la monarchie constitutionnelle. Donc le roi l'apprécie moyennement. Ce qui fera que Lafayette, d'ailleurs, ne sera pas aimé ni par les royalistes, ni par les révolutionnaires dans quelques temps plus tard. Il y a les émeutes des Parisiennes. Il y a les émeutes des Parisiennes en octobre, qui, vous savez, réclament du pain. Elles vont d'abord à Paris, donc le roi intervient, la mairie de Paris, elles réclament du pain, machin. Ils arrivent avec le maire Bailly. Lafayette arrive à les calmer, à les apaiser. Elles sortent, elles ne saccagent pas toute la mairie de Paris, ouf, mais elles décident d'aller à Versailles. Et là, elles vont à Versailles. Alors Lafayette, il dit, bon, je la raconte telle que moi, encore une fois, je ne suis pas historien, il y a différents débats. Moi, je prends la version, j'allais dire, la plus romanesque qui me touche. Lafayette, donc, il a son aide-de-camp Romeuf, ils se connaissent au moins de réputation, il commence à l'apprécier, etc. Il voit quel genre de personnage il a affaire. Les émeutes de Paris, les Parisiennes et les Parisiens vont là-bas, à Versailles. Lafayette hésite, et puis finalement, il y va quand même pour que ça ne tourne pas mal. Il arrive un peu après la bataille, mais ils arrivent quand même à calmer le jeu et à promettre que le roi rejoindra Paris. Et donc le roi est ramené aux Tuileries. Et là, Lafayette, qui connaît maintenant Romeuf, il l'a sous ses ordres, il voit que c'est un gars qui est pondéré, qui est décidé, qui a la tête bien faite, il lui confie la garde de Marie-Antoinette. C'est important ce trait de caractère parce qu'on va le retrouver chez Napoléon. Bonaparte dira au général Clark, à un moment, il dira « Ah oui, Romeuf, il est bien, mais il est trop poli pour faire la guerre. » Il s'en méfie déjà parce que c'est un ami de Lafayette. Il n'aimait pas du tout les amis de Lafayette. D'ailleurs, il le fera payer chèrement au fils de Lafayette, George Washington, qui servira dans les armées napoléoniennes, mais il aura aucune congratulation et il finira par quitter l'armée, ce brave fiston. Bon, bref,
Voici notre Louis Romeuf, garde du corps de Marie-Antoinette. Sauf que Marie-Antoinette, avec son époux, décide en 1791, donc 1 an et demi après à peu près, de partir, puisque ça s'est tendu quand même, ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir, et donc ils décident de partir. Et donc c'est la fuite du roi de France, qui prend la route de l'Est, contre toute attente. Il aurait pu prendre celle du Nord, qui était plus rapide, mais il prend celle de l'Est. On pense qu'il prend celle de l'Est parce qu'il y a un autre, je dirais, altiligérien, qui est le général Bouillet, qui est de descendance noble, lui, et qui est de Saint-Elbé, et qui est déjà un vieux général, et qui commande les armées de l'Est à ce moment-là, la garde nationale de l'Est, et donc qui peut assurer sa sécurité pour la vie. Mais ça ne va pas bien se passer, hein, finalement, vous connaissez tous l'histoire. Sauf que ce qu'on connaît moins, c'est que c'est Romeuf qui va être envoyé. Alors, il ne va pas être envoyé tout seul, hein, Romeuf. Lafayette va dire, bon, le roi s'est barré, faut me le ramener là. Donc, et il va envoyer en fait Romeuf sur la route du Nord. Il va envoyer d'autres officiers sur les routes de France. Il va en envoyer 8. Et il envoie Romeuf sur la route du Nord parce que c'est la plus possible et qu'il faut aller vite. Bon, il y a des péripéties que je cite dans un truc parce que ça ne se passe pas comme ça. Romeuf ne sort pas comme ça de Paris, etc. Mais finalement, il retrouve la trace de truc du roi et il suit le carrosse du roi et il le rattrape à Varennes alors qu'il a déjà été arrêté. Mais il a été arrêté, il y a de la confusion, il y a des hussards qui sont de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du pont, qui n'attendent qu'un signal, c'est d'aller récupérer le roi, mais tout le monde hésite en fait là-dedans et personne ne fait rien. Et Louis Romeuf intervient à ce moment-là. Il sauve la tête de 2 officiers de la garde. Ça on le sait de sources officielles, un certain Loiseul et Damas, qui manquent d'être lynchés par la population, qui les soupçonnent d'être venus récupérer le roi, ce qui est sans doute fort probable. Mais Romeuf, c'est un fidèle, hein, il est là pour ramener le roi, et puis il a des amis, des camarades qui sont officiers comme lui, puisque dans l'armée, encore de l'époque, eh bien, il y a des gens qui sont pour, je dirais, une république, qui sont pour jusqu'au boutiste, et puis il y en a d'autres qui sont pour la monarchie constitutionnelle, donc qui sont pour une mini, on va dire, révolution. Et Romeuf va devoir ramener le roi. Bon, je raconte cette péripétie, c'est intéressant, le roi et la reine. On peut imaginer que c'était pas évident pour lui parce que la reine, il était son garde du corps, il assurait sa protection. Bon, il faut la ramener. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu, on n'est pas dans sa tête, mais on peut imaginer que, en tout cas en tant que romancier, je l'ai imaginé que c'était pas évident pour lui. C'était très compliqué, je pense, pour beaucoup de monde à l'époque. Enfin, il le ramène, donc c'est compliqué, il y a la foule, et il y a la crainte que le général Bouillet intervienne à ce moment-là avec ses troupes et le ravisse, donc on revient dardard quand même à un moment, après avoir tergiversé un petit peu. Et il y a un épisode à Château-Thierry où il y a une messe qui s'éternise, le roi demande d'assister à la messe, le maire on ne sait pas trop de quel bord il est, si c'est un ultra ou pas, et la messe, elle dure, alors que le roi n'assiste pas aux messes normalement, sauf si ce sont des prêtres qui ont refusé allégeance. Le terme ne me vient plus, mais enfin on peut voir en place. Bon bref, ils reviennent. Bon, la foule n'acclame pas le roi ni la reine. La reine, de toute façon, est toujours traitée de tous les noms. Hein. C'est vraiment la catin de la France, et les Français ne l'aiment pas. En tout cas, dans le peuple, il y a plein de chansons comme ça sur elle. Les enfants, quand même, sont applaudis. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu il revient. Là, ça commence à se tendre, il y a des victoires, Lafayette est content parce qu'effectivement, il y a une constitution qui met en place la monarchie constitutionnelle. Donc là, on pense que tout le monde est d'accord. Le roi dit « Ok, d'accord, j'accepte
de partager mes pouvoirs. Les révolutionnaires disent bah, nous on n'en demandait pas tant, mais c'était sans compter sur les ultras, les choses. Donc après ça va se tendre et en 1780, donc ça revient, puis cet épisode laisse des traces quand même. Bon, on essaye de faire croire qu'en fait il a été enlevé, mais on s'apprend pas bien. Le roi. Et donc, la Romeuf continue d'assurer la sécurité de la reine, jusqu'au moment où, en 1792, la guerre est déclarée avec l'Autriche officiellement, et Lafayette là, décide de quitter son poste de gouverneur. Il va revenir ici, quelque temps à Chavagnac, il va briguer le poste de maire de Paris à la place de Bailly, mais il ne va pas être élu. Et donc il va être envoyé commandant en chef des armées du centre. Donc, en fait, il va combattre dans le nord de la France au final, avec Romeuf. Il prend Romeuf comme aide de corps. Donc Romeuf a commencé comme capitaine, il est passé chef d'escadron, et là il passe lieutenant-colonel. Il va y avoir deux épisodes. Un premier épisode où le roi va être molesté aux Tuileries. Ça se passe en juin 92. Donc là, il y a des révolutionnaires qui laissent un peu. Donc on tabasse un petit peu le roi, on lui fait porter le bonnet phrygien, on lui explique qu'il faut qu'il soit gentil avec le peuple. Ça se passe pas très bien quand même là, hein. Donc ça commence à friter. Donc là, Lafayette, quand même, il fait des allers-retours, il combat, hein. Là on combat les Autrichiens. Donc Lafayette avec son état-major, à la tête duquel il y a un certain Berthier qui sera chef d'état-major de Napoléon. Et puis Romeuf, ils combattent, ils se battent, et puis Lafayette dit bon, il faut revenir, il faut que le roi parte. Donc là c'est l'inverse, hein, il faut que le roi parte maintenant. Donc Lafayette revient, j'imagine Romeuf avec lui, et vont faire pression auprès du roi et de la reine pour que il s'enfuit ce coup-ci. Mais là, le roi va refuser. Et donc là, Lafayette sent que c'est un petit peu foutu. Et effectivement, donc il retourne se battre dans le Nord. Et effectivement, le 10 août, donc 2 mois plus tard, le 10 août, le roi est arrêté avec toute sa famille. Et Lafayette est mis en cause. Hein, parce que quand il est revenu à Paris pour chercher le roi, etc., il est venu dire à l'Assemblée nationale, attention, il faut respecter la Constitution. Ça n'a pas été trop apprécié de ses amis députés. Il commence à être en perte de vitesse, il est en minorité, et donc là, il est sur la sellette. Et à l'enlèvement du roi, à l'arrestation du roi, là, Lafayette est vraiment mal. Il sait qu'il risque d'être arrêté dans les jours qui viennent. Donc il décide de partir. Il décide de s'exiler. Il dit je quitte la France. Il ne sait pas trop comment ça va être, comment il va pouvoir s'en tirer, hein, comment il va pouvoir être comment il va être accepté par les Autrichiens. Il écrit une longue lettre dans laquelle il explique que l'arrestation du roi est anticonstitutionnelle, hein, puisque c'est une monarchie constitutionnelle, que c'est un véritable coup d'État et que c'est inadmissible. Et il part. Et il part avec 22 officiers. Voilà. Est-ce que Romeuf était volontaire ou pas? Pour moi, il est volontaire. Pour moi, c'est un ami fidèle. Et d'ailleurs, Lafayette le dira et l'histoire ensuite le prouvera. Donc les voilà, au petit matin, le 19 août, ils quittent la France. Bien sûr, ils sont arrêtés par les Autrichiens dans ce qui est la Belgique actuelle, du côté de Liège, en gros. Et arrêtés par les Autrichiens, Lafayette, ils sont tout de suite arrêtés. Bien sûr, Lafayette est reconnu. Et là, alors, c'est intéressant parce que Lafayette passera 5 ans dans les geôles autrichiennes, il sera emprisonné, c'est un épisode qu'on a un peu oublié, avec 2-3 autres. Latour-Maubourg, qui pareil a des accointances avec la Haute-Loire, même s'il n'y a pas a priori vécu, mais il avait des titres.
Et puis d'autres. Par contre, les militaires purs, dont Romeuf, ne sont pas emprisonnés. Ils vont partir en exil. Alors, il y a deux versions. Il y a la version du livret militaire qui dit qu'il s'est évadé avec d'autres. Et puis, je crois qu'il y a des courriers qui disent qu'en fait, il a été relâché, il est parti. Donc, bien sûr, je pense que c'est cette deuxième version qui est la vraie. C'est-à-dire que les Autrichiens n'avaient aucun intérêt à prendre des officiers qui partaient, qui fuyaient leur pays, puisqu'il y en a plein qui sont venus servir l'armée autrichienne. Donc voilà, il y a un petit peu cette dichotomie. Est-ce qu'on ne sait pas l'histoire? Moi, je pense que le livret militaire avait vocation à réhabiliter, a eu vocation à un moment à réhabiliter, et que les chefs militaires qui voulaient réhabiliter parce qu'ils le connaissaient, Romeuf, eh bien, on préférait dire qu'il s'était évadé plutôt que de dire qu'il avait été libéré. Donc c'est donc cette version que je donne dans mon roman. Voilà un petit peu l'affaire. Je peux vous lire un petit passage pour clôturer cette première partie, pour vous montrer la différence entre le discours qu'on peut avoir le logos, quand on fait un récit historique, et puis quand on romance. Donc là, c'est Romeuf qui parle, puisque dans tout le roman, c'est lui qui parle. Donc, c'est en tant que garde du corps de la reine. Je passe désormais de longues heures avec la reine. Au début, elle me tenait éloigné. Je me contentais de la suivre à distance, d'inspecter les vigiles et les servantes pour m'assurer que les consignes étaient respectées et qu'aucun fait anormal ne laissait craindre un attentat à sa vie. Mais peu à peu, elle s'est accoutumée à ma présence comme moi à la sienne. « Monsieur Romeuf, j'aimerais dorénavant que vous m'accompagniez au cours de mes promenades lorsque je n'ai pas de visiteurs et que vous cessiez de rester planté comme un piquet à 100 pas, à observer mes faits et gestes. Je n'aime pas marcher seul dans ce jardin sinistre lorsque les enfants sont avec leurs précepteurs. Il est si facile de pénétrer à l'intérieur du palais ou de lancer des projectiles. »« Bien, Majesté, il sera fait comme vous le désirez. » Ça n'a pourtant rien de facile pour le jeune officier que je suis. Aussi, très vite, elle me rappelle à l'ordre. « Ne restez pas derrière moi, Romeuf. N'est-ce pas ce que je vous ai demandé? J'ai l'impression désagréable qu'on me suive. Venez à mes côtés, allez. » Je n'aime pas cette façon qu'elle a de me parler avec la langue qui claque comme un fouet. J'obtempère par devoir. Elle voit bien que j'y mets de la mauvaise grâce, alors elle change de ton. Elle se met à me parler d'elle, surtout de sa vie d'avant. « Vous ne connaissez pas l'Autriche, monsieur Romeuf, n'est-ce pas? C'est bien dommage. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de vous y rendre. C'est un beau pays, vous savez. Si vous saviez comme ma famille me manque, j'imagine que la vôtre aussi. Jour après jour, nous nous apprivoisons. Au début, quand je marchais à ses côtés, je regardais au loin. Je n'osais pas tourner la tête vers elle. Puis peu à peu, je me suis surpris à poser les yeux sur son long cou blanc et soyeux. Aujourd'hui, dès qu'elle ouvre la bouche, je scrute ses lèvres, agiles comme des pétales portés par le souffle de sa voix. Parfois, elle penche la tête vers moi et me surprend à la dévisager. Je détourne le regard, mais trop tard. Je sens une drôle de chaleur me monter au front. L'autre jour, elle n'a pas pu s'empêcher de me faire la remarque. « Voyons, monsieur Romeuf, qu'ai-je donc sur le bout du nez pour que vous me fixiez ainsi ? Rien, Majesté, je vous écoute, c'est tout. »« C'est tout ? Ah bon ?» Elle sourit derrière la paume de sa main en éventail, puis d'un coup elle se redresse. Au fond du jardin, une silhouette approche. Cette silhouette, c'est celle de De Fersen, qui était, on le pense clairement, l'amant de Marie-Antoinette, et qui a participé à l'évasion de Varennes. Allez, j'avance un peu. La période d'incertitude, là, il s'en va. Donc on retrouve sa trace en Hollande d'abord, et puis après à Londres, où le rejoignent Alexandre, qui est parti avec lui. En fait, donc je n'ai pas parlé, mais son jeune frère, entre-temps, a rejoint aussi les services de Lafayette. Et puis on le retrouve en Angleterre, où il retrouve le marquis de Bouillé, puisque le marquis de Bouillé, on s'en méfie avec cette histoire de Varennes. Il commandait, je vous l'ai dit, l'armée de l'Est. On lui dit qu'il vaut mieux qu'il parte, et il s'exile. Avant que ça finisse mal pour lui, il va à Londres où il mourra. Et c'est déjà un vieux général, un vieux maréchal même. Voilà. On n'a pas d'exactitude sur les dates de retour de Romeuf. Ce qu'on sait, c'est que donc il part en 92
et qu'en 1795, il reprend du service comme chef d'escadron auprès du général Clark. C'est le début de la première campagne d'Italie. Là, il y a un jeune général, Bonaparte, qui rêve de gloire et qui se dit qu'il aura la gloire s'il va combattre donc les Autrichiens. Il va en Italie. Donc c'est la période du pont d'Arcole, etc. Toutes ces périodes. Et on envoie un autre général, un général Clark, avec pour mission, et on lui adjoint Romeuf, avec pour mission, qui reprend comme chef d'escadron, avec pour mission d'aller libérer Lafayette. Lafayette qui est emprisonné en Tchéquie, à Olmütz, et dont les conditions sont très déplorables. Et donc, Romeuf prend du service. On demande aussi au général Clark, c'est le directoire, on veut bien qu'il surveille un petit peu quand même ce Bonaparte, qu'il ne fasse pas trop n'importe quoi. Donc ils sont pas sous les ordres de Bonaparte, mais ils vont avec lui. Voilà. Et on va libérer effectivement en 97, donc l'armée française avance de victoire en victoire, je parlais d'Arcole, etc. Et donc on va finir par mettre la pression sur les Autrichiens qui finissent par perdre. Et là, on peut négocier le retour de Lafayette. C'est Romeuf donc, qui va participer activement à cette libération, au point que Lafayette l'écrira plus tard à un de ses frères en disant qu'il remercie Louis de tout ce qu'il a fait pour lui, qu'il le considère comme un véritable ami. Ceci dit, voilà, à peine libéré, Lafayette doit partir, et il part dans le nord, en Hollande, et Romeuf doit le suivre à quelques jours près parce qu'il avait repris du service, mais il est à nouveau, les gouvernements se succèdent, et il est à nouveau sur la liste des émigrés, des personnes à abattre. Ah oui, parce que quand il était à Londres, bien sûr, il est revenu parce que les temps étaient plus cléments. C'est une succession de phases de crise, la Révolution. Des fois, c'est plus tendre, des fois, ça l'est moins. Et là, il doit repartir une deuxième fois. Donc là, ils partent avec son frère, ils partent dans le Holstein, qui est au nord de Hambourg. Il y a une grosse communauté danoise, etc. Et donc, il va y rester quelques temps. Ils attendent que ça se calme. Napoléon revient victorieux, c'est le grand héros. Et puis Napoléon, en 97, donc 2 ans après la libération de Lafayette, en 99, c'est le 18 Brumaire en 8, eh bien, il fait le coup d'État et il devient premier consul. Il instaure le consulat, 3 consuls, il est le premier consul, et se déclenche la campagne d'Égypte. Romeuf apprend qu'il peut rejoindre l'armée. Il est toujours parmi les personnes non grata, mais finalement, s'il s'agit de faire la guerre, il apprend. Alors, il apprend pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai passé cette étape, quand il était auprès de Lafayette, il y avait d'autres hommes qui travaillaient avec lui, notamment Berthier, qui a été le grand chef d'état-major de Napoléon. Berthier, c'est vraiment maréchal Berthier, c'était vraiment pas l'homme à tout faire, mais c'était l'homme clé, quoi, qui a été ministre de la guerre longtemps. Et puis Mathieu Dumas, dont je vous ai dit, je me suis beaucoup reporté à ses mémoires. Et ces gens-là ont connu Romeuf quand il était lieutenant-colonel, mais eux, ils ne sont pas partis avec Lafayette. Eux, ils sont restés. Ils ont dit, ok, bonne chance, les gars, et nous, on reste. Et donc, ils ont continué la guerre. Donc, ils ont pris du galon, ils sont devenus généraux. Et ces gens-là connaissent les qualités de Louis. Donc, ils font un peu tout pour qu'il revienne, si vous voulez. Mais bon, ils font aussi en fonction du gouvernement. Donc, Berthier, je crois, à ce moment-là, est ministre de la guerre. Et donc il apprend Louis qui peut s'il veut partir faire la campagne d'Égypte. Donc il descend avec son frère, ils vont jusqu'à Marseille, mais ils arrivent trop tard. C'est déjà parti, mais il y a encore des bateaux qui partent, donc ils prennent un bateau et ils suivent. Mais ils sont coincés à Malte. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est parce que les Anglais cernaient Malte, ils n'ont pas pu repartir, ou si c'est parce que Louis était malade. Il n'est pas forcément d'une très grande constitution, on le verra plus tard, il va être malade. Bon, bref, la guerre d'Égypte, il la fera à Malte et retour en France. Voilà un petit peu. Donc, pour vous dire qu'il a joué de malchance quand même. Son départ sur sa fidélité à Lafayette, il va la payer.
Il va la payer parce que il va pas, voilà, il va pas pouvoir, je dirais, reprendre un cycle normal. Il est quand même considéré un petit peu comme un paria. Et ça, on le verra même jusqu'à la fin de sa carrière. Néanmoins, il va tout faire pour reprendre du service. Et comme Napoléon devient l'homme fort, eh bien, il va pouvoir reprendre en 1800 le grade de chef d'escadron. C'est la deuxième campagne d'Italie. Il rentre dans le service, il est aux ordres de Mathieu Dumas, donc la campagne d'Italie, vous savez, c'est quand il traverse le col du Saint-Bernard. Et il va faire la campagne des Grisons, qui est une campagne, en fait, une fois que la campagne d'Italie, la deuxième, aura été encore gagnée, mais les Autrichiens ne sont pas totalement vaincus, donc on les vaincra un peu plus tard. Et il y a un général qui s'appelle général MacDonald, qui a joué aussi un rôle important dans la carrière, parce qu'il va aussi mettre la pression sur le commandement pour qu'il ait du galon. Voilà, donc il va faire ça. Rien d'extraordinaire là-dessus, là, il reprend une carrière. Ce qui va être le tournant de sa carrière, c'est qu'en 1803, eh bien, il va, 1801-1803, il va servir sous les ordres d'un homme qu'il connaissait d'ailleurs sans doute déjà, parce qu'il a servi dans l'armée du centre pendant la Révolution, c'est Davout. Davout, c'est certainement le plus grand maréchal de Napoléon au sens tactique. C'est un homme dur, c'est un homme rigoureux, et c'est un homme qui va prendre véritablement Romeuf sous son aile, qui va comprendre qu'il va pouvoir lui faire confiance. En fait, quand Napoléon va décider de former, il veut former une vraie armée, quoi, parce qu'en fait, jusque-là, c'est un peu pas des branquignoles, mais voilà, c'est la garde nationale, c'est supprimé, mais c'est des volontaires, on va dire, c'est des volontaires, c'est pas des professionnels, donc il veut professionnaliser tout ça, puis il veut un peu que les gens ils se comportent un peu mieux après le combat, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de piller, de violer, que ce soit un peu mieux formé tout ça. Donc on crée un camp à Bruges. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Anglais, les Russes, et on pense que c'est le plus stratégique, à Bruges, puis après à Boulogne. Et là, Davout va vraiment travailler avec lui. D'autant qu'il va avoir comme chef d'état-major Davout un certain Mathieu Dumas, dont je vous ai déjà parlé, mais qui ne va pas bien s'entendre avec lui. Donc l'échelon en dessous, c'est Romeuf, et il va faire absolument confiance à Romeuf. Et là, ça va être très important. Sauf que Romeuf va tomber malade, je vous l'ai dit, il est de constitution faible. Il va partir pendant 6 mois à Paris, sur les ordres des médecins, puis après prendre les eaux à la chapelle d'Aix. Bon, bref, on a un homme qui n'est pas très, mais qui revient, et puis qui après va travailler à l'état-major sous les ordres de Berthier. Il va travailler notamment, Louis Romeuf, sur les grands textes de l'époque, et notamment sur la création de la Légion d'honneur, dont la première salve sera remise au camp de Boulogne. Voilà. Et puis ensuite vont s'enchaîner les campagnes. Alors je vous les passe tous, mais Louis va se distinguer à plusieurs batailles, notamment la bataille d'Ulm, Iéna. Il y a deux éléments essentiels. Donc là, il y a la coalition, les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes. Et donc là, on va se battre contre tout le monde un peu. Donc on part de Boulogne, on va vers l'Est, et on va écraser un peu tout ce monde au fur et à mesure. Premier épisode important pour Louis Romeuf, c'est que Napoléon est content de lui, est content de ses services. Alors, ce que j'ai dit, ou je ne l'ai pas dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, Louis va travailler soit pour l'empereur au QG de l'empereur, au QG impérial, sous les ordres de l'empereur, soit sous les ordres de Davout. Et comme c'est un type en qui on peut faire confiance, parce que le chef d'état-major, il ne faut pas croire, il n'est pas chef d'état-major, il est plutôt sous-chef, mais il ne faut pas croire qu'en état-major, à l'époque napoléonienne, on est dans un bureau, puis on gratte du papier. Moi, j'ai fini ma carrière comme chef d'état-major, on n'est pas souvent dehors quand même, même si on l'est par délégation de temps en temps. Là, ils sont sur le terrain, ils sont au combat, les garçons.
Et donc Romeuf va d'abord être marqué par Napoléon, qui va lui demander, qui va lui dire, écoutez, mon brave Louis, il ne dit pas comme ça à Napoléon, hein, les tensions sont un peu plus... et donc, c'est un peu plus vive, hein, il va... Parce que, dans mon esprit... il y a beaucoup de respect pour Napoléon dans la tête de Louis, mais il n'y a pas cette amitié qu'il a pour Lafayette. Il apprécie ce génie militaire, et il est fidèle parce que c'est son chef. Hein, et c'est très important. Pour lui, en tout cas. Comme pour tout militaire qui se respecte. Mais donc lui, il va véritablement... Et donc il va être le premier à entrer dans Berlin. C'est Louis Romeuf, avec un petit détachement, qui va entrer dans Berlin. Bon, il ne pose pas de difficulté, hein. Les autres sont vaincus. On pense qu'effectivement, les Berlinois sont très contents d'être libérés du pouvoir en place. C'était pareil à Malte d'ailleurs. Donc, c'est plutôt... mais c'est très honorifique. Et puis deuxième chose importante, c'est quand ils arriveront en Pologne, puisque donc après il reste les Russes quand même qui sont chagrins. Donc vous connaissez tous l'épopée. Donc ils vont rester en Pologne, notamment pendant l'hiver. Là, Napoléon vivra une idylle avec Marie Waleska, etc. Et Romeuf, sous les ordres de Davout, qui sera nommé gouverneur de Varsovie, va avoir, alors c'est un peu ça qui est curieux d'ailleurs, parce qu'il est maintenant finalement le parrain de la gendarmerie. Alors il ne sera jamais gendarme, mais Davout est quelqu'un de très rigoureux et qui veut que les armées se comportent bien. Et donc il va notamment confier certaines missions à Louis pour que les armées, ça se passe bien et que ce soit pas le bazar, quoi, qui troussent pas toutes les Polonaises qui sont plutôt des femmes accueillantes. Et donc, il va notamment lui demander de recenser et d'assurer la protection de toutes les femmes qui sont emprisonnées dans les geôles polonaises. C'est assez amusant. Donc là, il va jouer un rôle très très important auprès puisque bon, Napoléon ne va pas obtempérer, je dirais, à la demande de Marie Waleska ou des nationaux polonais qui, eux, veulent une nation polonaise, mais il va créer un duché. Mais il veut quand même que ce duché soit... Et donc, Romeuf va rester en Pologne alors que Napoléon va repartir, etc. Et lui, il va rester vraiment en Pologne pour gérer les affaires. Et puis quand les Autrichiens vont commencer à reprendre du poil de la bête, donc ça ressent le conflit, on sent que les Autrichiens, là, eh bien on va donner comme mission à Louis d'aller voir du côté de la Galicie, donc un peu tout ce qui est au sud, la Hongrie, enfin tout ce qui est à l'est, jusqu'à Vienne, qu'il connaît puisque il y est allé notamment pour libérer Lafayette. Eh bien, à ce moment-là, il va être seul et il va être un peu le pourparler de la France auprès de tous ces petits États qui sont autour pour essayer de calmer les ardeurs et puis pour rendre compte de l'état de la situation véritable. Et effectivement, la guerre va reprendre très très vite. Donc Berlin et la Pologne, ce sont deux phases très importantes qui sont des périodes, alors je n'allais pas dire de paix, hein, puisqu'on est quand même en guerre, mais où Romeuf se distingue par ses qualités d'organisation au sein de l'armée napoléonienne. Et puis les guerres vont reprendre. Ce sera la bataille de Ratisbonne, notamment en 1809, et puis la bataille de Wagram. Alors à plusieurs épisodes, à plusieurs batailles, ce sera le cas à Wagram, ce sera le cas pendant je dirais la campagne des Grisons, un peu plus tôt. Il a des chevaux tombés sous lui, donc des chevaux qui sont tués. Il tombe et puis il se relève, hein, et il n'est pas le seul. Je dirais, c'est un peu, non pas le sport national, mais voilà, il y a quand même, voilà, et dans ses missions, il est amené aussi au combat, beaucoup en reconnaissance, hein, et il lui arrive de chuter, mais rien n'arrive. Donc, pour son comportement, notamment à la bataille de Ratisbonne, il sera fait baron. Donc au mois d'août 1809. C'est là qu'il devient baron et c'est là qu'on dit Louis de Romeuf.
À partir de ce moment-là, il est ce qu'on appelle adjudant-commandant, c'est-à-dire il est colonel. Il y a plus le grade le grade de colonel n'existe plus, le grade de lieutenant-colonel n'existe plus depuis la Révolution, il sera rétabli un peu plus tard. Et donc il est adjudant-commandant. Voilà, et c'est à ce moment-là, arrivant donc après ces batailles, notamment après Wagram, bon là les Autrichiens ils ont compris que là ils ne pouvaient plus faire grand-chose, que Mathieu Dumas, général, hein, qui est pareil, gravite toujours dans l'état-major lui aussi de Napoléon, va présenter, c'est comme ça qu'il le raconte en tout cas, va présenter Louis de Roneuf à une madame de Traunwieser, qui est une dame riche, noble, autrichienne. Il va la lui présenter parce qu'il doit aller la voir, parce qu'il a retrouvé ses chevaux. Cette madame s'est plainte que on lui a volé 2 chevaux, alors je crois que c'est des chevaux hongrois qui coûtent une fortune, et que voilà. Et donc ils vont les retrouver, ils ont été piqués par les armées, par des soldats hein, qui se sont servis tout simplement. Alors ce ne sont pas a priori des troupes françaises, mais ce sont des troupes alliées, puisque à chaque fois qu'on gagne une victoire, on s'allie les autres, et les vaincus. Et donc il va lui présenter cette madame de Traunwieser. C'est très important parce que cette madame de Traunwieser, elle a une fille qui est toute jeune, hein, qui a une quinzaine d'années, et qui est une chanteuse d'art populaire, et qui est à l'époque célèbre, on va dire, qui a une certaine notoriété dans l'aristocratie, dans la bourgeoisie viennoise. Elle chante des chansons dans les salons, tout ça, voilà. Et donc va naître une idylle avec cette Marie-Charlotte, Loteux, etc. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des traces. Et puis finalement, j'en ai trouvé sur Internet. J'ai eu pas mal de traces, mais effectivement, on trouve la trace de cette Loteux. Et c'est très intéressant. Et donc là, la paix s'installe. Et Napoléon, qui a découvert les qualités de Romeuf, il va les utiliser. Il va les utiliser en lui demandant de rester à Vienne pour notamment traiter le mariage avec Marie-Louise. Puisque Napoléon divorce, il lui faut un héritier. D'abord, on pense à la fille du tsar de Russie, et puis finalement c'est la fille de l'empereur d'Autriche. Voilà. Donc là il y a tout un travail, il va être très apprécié, et c'est lui qui va amener Marie-Louise. Alors Marie-Louise va se marier, Napoléon ne se déplace pas, hein, il est à Paris. Marie-Louise se marie, c'est Berthier qui vient et qui fait signer l'acte de mariage. Et il y a tout un rituel qui était le même que pour Marie-Louise, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on amène l'épouse, puisqu'elle est mariée, on l'amène en France. Mais ça ne se passe pas comme ça, on l'amène déjà à la frontière. À la frontière, on s'arrête. Elle change de dame de service. Hein. Là, c'est la femme de Murat qui va venir, et donc on lui change sa toilette, on l'habille en française. On en fait une française, finalement. Et là, elle continue. Elle va s'arrêter à Strasbourg. À Strasbourg, on va faire une grande fête, des feux d'artifice, etc. Et tout ça, c'est Romeuf qui l'accompagne jusqu'à Compiègne. C'est à Compiègne, dans une clairière, que va se passer la rencontre entre Napoléon et puis Marie-Louise. Voilà, dans un carrosse, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, le romancier, lui, il a des petites idées. Et voilà. Et donc, ça marche bien, Napoléon a confiance, on le renvoie encore, et là, il va s'occuper parce que très vite, elle va tomber enceinte, et en mars de l'année suivante va naître le successeur de Napoléon. Et là, il faut préparer le baptême. Donc il va le préparer parce qu'il y a des tas de choses qui doivent être traitées entre ils ne se rencontrent pas entre les empereurs. Le nom, le prénom, qui est le parrain, etc. Et là, c'est encore Romeuf. Alors, vite fait, en fait, là, ça va être un peu compliqué parce que Romeuf,
eh bien, la guerre contre la Russie se précise. Donc Davout, qui commande les armées du Nord, Napoléon lui a dit toi, occupe-toi de l'armée du Nord, parce que bon, il y a eu l'histoire en Espagne en même temps, on est fragilisé. Il lui dit il faut me préparer tout ça, parce que les Russes, là. Et Romeuf, et Davout, il dit ouais, mais moi, il me faut Romeuf. Mais les Autrichiens, ils disent non, mais Romeuf, il est bien là. Donc, on lui donne une autre mission, on lui donne une mission officielle qui est celle de ramener les officiers français qui travaillaient dans l'armée prussienne, mais maintenant dans l'armée autrichienne, mais maintenant que l'Autriche est alliée de la France, on lui dit il faut ramener ces officiers et puis il faut arrêter les histoires, on les ramène, on leur redonne la nationalité et puis voilà, on trace une croix sur le passé, en gros. Bon, voilà. Mais c'est surtout pour le baptême. En même temps, il y a l'idylle avec cette charmante Loteux qui faut-il se marier ou pas? Oui, dit Romeuf, qui demande. Au mois d'août 1811, il demande à l'empereur l'autorisation de se marier, parce qu'à l'époque, on ne se mariait pas comme ça, surtout pour les généraux. Ah oui, il est passé entre-temps général. Il est passé entre-temps général en 1810, donc il a 44 ans quand il passe général, ce qui est vieux pour l'époque. Et donc, il demande l'autorisation de se marier, mais la guerre se précise. Donc il demande l'autorisation de se marier en août, sauf qu'en septembre, on lui envoie un ordre de rejoindre Davout, et sauf qu'il ne reçoit pas cet ordre. En tout cas, officiellement, il ne le reçoit pas. Il reçoit un duplicata fin octobre. Et donc là, fin octobre, il décide de rejoindre. Et il arrivera auprès de Davout, à Brunao, en novembre, le 16 novembre 1812. Et là commence la campagne de Russie. Et il ne s'est pas marié. Alors, est-ce qu'il voulait rejoindre vraiment la Russie, enfin les armées napoléoniennes? Je pense. Mais je pense aussi qu'il voulait une autre vie, qu'il voulait lui aussi un successeur, et que malheureusement, les délais étaient courts. Alors, on peut lire, et c'est ce que j'ai retenu, que finalement, il ne veut pas faire une veuve, et qu'il décide finalement de surseoir à son mariage. Il n'a pas non plus l'autorisation de Napoléon, enfin en tout cas il n'y a pas de trace dans son dossier militaire de cette autorisation. Il faut dire que Napoléon, je crois qu'il avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Et donc va commencer la campagne de Russie, donc il se sépare de sa Loteux en lui disant qu'il reviendra et qu'ils se marieront au retour. Malheureusement, il est blessé une première fois à Smolensk, et puis en septembre, le 6 septembre 1812, et là, il y a une charge, c'était une bataille très féroce, la Moskova, qui est gagnée par les Français de justesse, mais avec énormément de morts, puisque effectivement les armées napoléoniennes, l'armée napoléonienne était très supérieure, mais ils ont perdu des effectifs à chaque fois, puisque les Russes ont joué, ont reculé, ont refusé le vrai combat. Et donc ils arrivent en situation à peu près équivalente, c'est très dur, et il meurt. Alors il meurt soit d'un boulet de canon, vous avez deux versions, soit il meurt d'un boulet de canon, tout simplement, boum, qui lui traverse, soit c'est son cheval qui est tué, il tombe et il s'enfonce la garde de la poignée de son sabre dans le ventre, et il mourra en fait 3 jours plus tard. Ça, je ne choisis pas la version, puisque comme c'est lui qui raconte, il ne peut pas savoir. Il reçoit quelque chose et puis il est projeté en arrière. Voilà. Et pour la fin de l'histoire, eh bien, il meurt 3 jours après, le 9. Et conformément à sa volonté, Napoléon, arrivant à Moscou, victorieusement à Moscou, dans les conditions que l'on sait, va désigner officiellement héritier le fils du frère aîné de Romeuf, qui va donc succéder à son titre de baron. Voilà pour l'histoire. Elle n'est pas finie. Que devient la pauvre Loteux? Eh bien, sur les sources que j'ai trouvées, et sur sa pierre tombale, on voit qu'elle a été
Elle est morte de chagrin 2 ans après. On dit qu'on la retrouvait souvent errant dans les bois parce qu'ils allaient souvent se balader. Ils avaient une propriété, cette famille avait une propriété à l'ouest de Vienne, très grande propriété avec des bois immenses et ils allaient souvent se promener là. Et on dit qu'on les voit se promener, on la voyait se promener souvent à la recherche de son officier français disparu. Et qu'un jour, eh bien, on l'a retrouvée morte dans les bois, sans doute morte de chagrin. Voilà, l'histoire se termine là pour ce brave Louis Romeuf. J'en ai terminé. Si certains veulent poser des questions, je suis à leur disposition. Je crois qu'il y en a qui doivent partir. Donc, on laisse partir. Merci de m'avoir écouté.